Rebonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. En tout cas, merci Mingi pour notre abonnement. Merci Mingi pour notre commentaire, pour notre likes. Merci Mingi si que vous partagez dans notre je pense. Vous savez, ce n'est pas une parole d'évangile. Ce que je veux dire, peut-être ça peut inspirer quelqu'un, peut-être ça peut donner euh, à quelqu'un quelque chose qui peut nous amener vraiment vers le devant. C'est ce que nous on veut avancer. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à M. Jean-Claude Luanga. Il est professeur des relations internationales à l'université Emory aux USA. Il avait fait une tribune sur les actualités CD. Il comparait avec la diplomatie de M. Tshisekedi et Kagame. Et puis, je voulais aussi répondre au prof Eric, comment il s'appelle? Le prof Eric Kenneth. C'était un article qui était du 26 mars 2025, Institut royal des relations internationales de la Belgique. Je voulais répondre à ça parce que tout ça, ça s'est passé le week-end. C'était vendredi, samedi. Mais pendant ce temps, Toyoki Kenon, il y a un communiqué de presse qui est sorti de Doha. Alors c'est pourquoi je vais commencer par là, faire ma petite analyse par là, et je vais finir par répondre à M. Liwanga et à M. Kenneth. D'abord, je vais parler de mon soulagement. Je suis soulagé parce qu'il y a vraiment une forme de fumée noire qui est sortie de Doha, dans le sens où les négociations ont échoué à Doha. C'est pourquoi je suis soulagé. D'abord, je suis content que c'est Madame Thérèse Kaykwamba Wagner qui conduit la délégation congolaise. Je fais confiance à cette femme-là qu'elle ne va pas nous trahir, elle ne va pas vendre notre pays. Alors, je pense que vraiment, c'est une bonne chose qui nous représente là-bas. Mais je constate en même temps que c'est une façon peut-être pour le Rwanda, c'est une façon peut-être pour les M23 de gagner du temps. D'abord, parce que quand il y a maintenant Bissimo là-bas, je ne sais pas qui est parti encore là-bas, du coco congolais, j'ai l'impression le narratif de Kagame est en train de se mettre en place parce que lui dit toujours c'est un problème congolo-congolais. Alors, ça, c'est pourquoi, si c'est un problème congolo-congolais, on dédouane complètement le Rwanda de ce problème. Or, le président, lui, voulait que d'abord, il y ait une négociation entre les États. Peut-être parce qu'ils se sont rencontrés, maintenant, c'est au niveau du M23, je ne sais pas, mais il n'y a pas beaucoup de visibilité là-dessus. C'est pour cette raison, j'ai horreur quand il n'y a pas de clarté et quand c'est invisible. Quand il y a beaucoup de, comme on dit, beaucoup de nuages et je ne vois pas clair. Mais le sentiment que j'ai, c'est que le Rwanda est en train de vouloir gagner du temps ou est en train tout au moins de se dédouaner de ces problèmes pour dire le problème est congolais, congolais. Pourquoi? Parce que le Rwanda est coincé, la diplomatie rwandaise inaudible, coincée et surtout, il y a encore des sanctions qui vont tomber. Je pense qu'il y a la pression à cause de la rencontre du Conseil de sécurité du 4 avril sur l'application de la résolution des Nations Unies, mais aussi j'ai attendu quelque part que même la Banque mondiale serait en train de vouloir imposer des sanctions au Rwanda. Alors vous comprenez que c'est dans ce contexte-là que le Rwanda, et c'est mon impression, c'est une initiative du Rwanda qui est ces rencontres-là à Doha. Pourquoi? Parce que le Rwanda lui-même voulait que, ou Kagame voulait que ça se passe d'abord en Turquie. Mais ça n'a pas réussi en Turquie, donc ils sont allés maintenant à Doha. Et c'est un peu sur le terrain qui lui est favorable. C'est pourquoi ça m'inquiète d'une certaine façon. Mais que cela ne tienne, il y a un communiqué de presse, et dans ce communiqué de presse, la position du gouvernement
du Congo, c'est les retraits immédiats des zones occupées du M23 et puis le désarmement progressif de tous les éléments du M23 sous contrôle d'une force internationale. Le gouvernement a refusé catégoriquement de réintégrer les combattants du M23 dans l'armée. Alors, on n'a pas, je ne sais pas s'ils ont refusé aussi qu'ils entrent dans le gouvernement. Les processus politiques, ça, je n'ai pas suivi. Peut-être c'est dans les documents, mais je ne l'ai pas lu. Mais il y a maintenant du côté du M23, ils demandent trois choses aussi. D'abord, ils demandent d'amnistie pour tous les combattants du M23. Ça m'agace, ça m'énerve. Parce que si on laisse ces gens faire et qu'il n'y ait pas de punition, l'impunité va conduire beaucoup d'autres personnes à faire la même chose. Et puis, ils veulent être représentés à tous les niveaux des institutions nationales. Et puis, ils demandent des conditions de sécurité pour eux-mêmes. Mais je sous-attends que c'est là aussi pour le Rwanda. Alors, quelle est ma lecture de tout ça? Ma lecture est que, je vous ai dit et je le répète, cette guerre est en train de finir. Ça, ce sont des petits, je suis en train de les entrecouper ou de lire entre les lignes. Je vois que cette guerre est en train de finir. D'autre part, le M23 va finir par se retirer. Parce qu'il y a beaucoup de pression, c'est la condition, je pense, sine qua non du gouvernement. Ils doivent se retirer et après on peut voir autre chose. C'est pourquoi je pense qu'ils sont en difficulté à ce niveau-là. Mais je pense aussi que peu importe l'issue de ces négociations, ça c'est la dernière guerre qu'il y aura du côté de l'Est. Ça, c'est la toute dernière guerre qu'il y aura du côté de l'Est. Je ne pense pas qu'il y aura encore une autre guerre comme ça où les gens, les frustrés de la République se retrouvent quelque part et s'allient avec le Rwanda pour venir encore sur le sol congolais. Ça, je pense, c'est la dernière guerre. C'est pourquoi les Rwandais doivent vraiment tout faire pour qu'ils retirent quelque chose du gouvernement et même le Rwanda. Parce que ma compréhension de la chose est que cette guerre que le Rwanda nous a imposée, il s'agit de la guerre de leadership au niveau de l'Afrique centrale et au niveau de l'Afrique en général, et même peut-être du monde. Et je pense qu'au sortir de cette guerre, la République démocratique du Congo ne va seulement non pas retrouver son intégrité territoriale, mais aussi sa place dans le leadership africain, au niveau de l'Afrique centrale, mais aussi au niveau de l'Afrique. Et c'est ça que c'est pourquoi beaucoup d'organisations africaines, beaucoup de pays africains, ils le savent et ils le sentent. C'est pourquoi ils ne sont pas chauds. Même le Congo-Brazzaville n'est pas chaud parce qu'ils savent qu'ils vont perdre le leadership. Alors, c'est par rapport à cela que je pense que cette guerre, quelquefois, s'éternise un peu, il y a de hauts et de bas, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de tirer les ficelles de leur côté, mais sinon, la guerre est en train de finir. Maintenant, le deuxième point que je voulais personnellement aborder, c'est le manque de focus sur les actions présidentielles ou du gouvernement malgré la guerre. Je parle des bilembo, les signes de la gouvernance de Tshisekedi. Depuis 6 ans ou depuis je ne sais pas combien d'années. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a la guerre qu'il faut maintenant mettre un blackout sur tout ou vraiment oublier tous les autres aspects. Vous savez, tout est communication. Tout est communication. Pour nous montrer que le gouvernement est en train de fonctionner, faites de quelque chose. Par exemple, parlez-nous des 145 territoires. Qu'est-ce qui se passe dans les 145 territoires? Parlez-nous, par exemple, du service national, quelque chose qui est en train de marcher. Montre-nous les réalisations malgré qu'il y a la guerre, mais il y a des réalisations qui sont en train de se faire. Arena, Rocade,
Par exemple, au niveau des finances, comment on est en train de combattre la corruption avec Alinguetti. Par exemple, la pêche, l'élevage. Vous savez, j'ai suivi dernièrement mais ces forestiers qui disaient il y avait les discours, il faut maintenant la revanche du sol sur les sous-sols, de l'agriculture sur le minerai. C'est quelque chose que le président lui-même a dit. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que mais selon ces forêts, les Congo peuvent nourrir toute l'Afrique. Alors, mais ça, ce sont des visions, c'est quelque chose de très important. On ne fait pas seulement en parler, mais il faut vraiment mettre quand même mettre de la chair sur ces eaux. Sinon, ça reste vraiment l'être morte. Ce sont des grandes actions, c'est une grande politique. Alors, tout ça, il n'y a rien qui se dit et tout ça. Je pense même, ça me surprend. On parle toujours de pénurie de maïs, mais les gouvernements, moi-même j'ai fait de maïs. À 4 mois seulement, tu vas récolter les maïs. 4 mois, vous récoltez les maïs. Donc, si les Congolais, avec la pêche, avec tout ce que nous avons comme rivière et tout ça, si le président pouvait mettre de moyens pour qu'il y ait la farine de maïs, qu'il y ait le foufou, qu'il y ait le poisson, qu'il y ait de la viande et que les Congolais arrivent à manger à sa faim régulièrement, je vous assure, même la physionomie de cette guerre va changer. Mais vraiment, c'est là où je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Maintenant, on va parler des gouvernements d'union nationale. Ça va être des éternels recommencements. Et c'est pour ces choses-là, c'est pour cette raison, il est nécessaire et très important, à côté de tout ce qui se fait au niveau de la diplomatie, au niveau de l'armée, au niveau de la guerre, qu'il y ait de la communication sur ce que le président était en train de faire, ou pas était en train de faire, ce que le président est en train de faire, les résultats, les bilans, les signes. Et tout cela, ça va contrebalancer toutes les images et tout ce qu'on écoute au niveau de la guerre. Ça, je ne comprends pas, c'est nécessaire. C'est pourquoi les gens comme les Trump, les gens comme Trump, je ne sais pas si vous voyez ça, tous les jours, il est en train de signer des décrets. Tous les jours, tout simplement, il veut montrer aux Américains, même quand ça ne marche pas. Là-bas, l'inflation est grave, tout ça, même ça ne marche pas, mais on est en train de voir un président qui est en action. Alors, je ne sais pas, ça je parle à la cellule de communication du gouvernement, au porte-parole du gouvernement et tout ça. Montrez-nous qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et pas seulement les histoires de guerre. Montrez-nous. Hein? Dernièrement, j'avais vu, par exemple, les ministres Moïndo Zangi, qui nous parlait du développement rural, comment il a marché partout là-bas. Tu sens que c'est quelqu'un qui maîtrise ces dossiers-là. Tu vois, par exemple, l'autre là, monsieur, le ministre des Commerces intérieurs. Tu vois, alors, montre-nous qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Nous voulons parler de ce qui s'est fait et pas toujours de la guerre. Et c'est ça le problème. Alors, maintenant, je voulais revenir sur Kagame et la tactique du salami et l'invisibilité et l'illisibilité de Kinshasa. C'était cette tribune de M. Liwanga. Alors, j'avais le sentiment que, tout au moins c'est ce que j'ai écrit, je dois le lire peut-être, je dois le lire. C'est ce que le monsieur a dit là. Je veux le lire, tout simplement pour nous donner. J'ai pris vraiment la citation qui est pour moi le plus possible. Alors, grâce à la tactique du salami, Kagame fragilise politiquement la RDC sur le plan interne, l'affaiblit diplomatiquement sur la scène régionale, ce qui est à mon sens faux, l'envahit et exploite ses ressources sans nécessairement avoir besoin d'une confrontation directe. Et là, par là, il veut dire que la diplomatie de Kagame est meilleure que la diplomatie de Tshisekedi. Alors, peut-être ça, c'est mon interprétation de l'article. Alors, parce qu'il dit la diplomatie de Kinshasa est jusque-là inefficace à cause d'une incohérence stratégique. Il dit que cette diplomatie est beaucoup plus réactive que proactive. Il dit qu'il y a aussi ensuite de la fragmentation politique au niveau de l'intérieur à Kinshasa. Cette diplomatie est faible.
Et puis, il parle aussi de la corruption et de l'infiltration. Vous savez, quand j'ai lu ça, parce qu'on parle de la diplomatie, quand j'ai lu ça, c'est pas moi qui dois répondre à M. Liwanga, c'est pas moi qui dois répondre. Il doit seulement lire l'article de M. Eric Ken du 26 mars 2025, Institut Royal en Relations internationales de Belgique. Alors là, monsieur dit ceci. Voilà ce que monsieur dit. C'est un article qui est sorti le 26 mars 2025. Donc, lui dit ceci. C'était merci Eric Kennes. Le président congolais Tshisekedi, assisté d'une équipe efficace au sein de son ministère des Affaires étrangères, a réussi ces dernières semaines à retourner l'opinion publique internationale contre le régime de Kagame au Rwanda. L'image du président Kagame est passée d'un dictateur du développement à un envahisseur impitoyable de son pays voisin, motivé par l'avidité et le soif de pouvoir. Alors, ça, c'est la réponse. On nous a dit que cette diplomatie est inefficace, incohérente. Ça, c'est Eric qui dit lui-même qu'est-ce que la diplomatie de la République démocratique du Congo a fait du Rwanda. Et tous qui voyons ce qui se passe, nous voyons que c'est une diplomatie, la diplomatie congolaise, elle est présente et apporte du résultat. Il ne faut pas oublier que la diplomatie du Rwanda, le message du Rwanda depuis maintenant, depuis que cette guerre a commencé, depuis toujours, c'est démodé, personne ne l'écoute. Hein? Les problèmes, c'est toujours les problèmes de FDLR, c'est toujours les problèmes de discrimination, c'est toujours les problèmes de sécurité, c'est toujours génocide. Alors, même les gens, tout le monde comprend que non, c'est démodé, c'est toujours les mêmes argumentaires, c'est déjà démodé. Et quand vous regardez les ministres des Affaires étrangères, il y avait un certain Barouti, il est parti. Mais c'est lui qui est venu maintenant. C'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce que les diplomates rwandais sont en train d'agir ou tout au moins de raisonner par procuration. Je répète, par procuration. Ça veut dire tout simplement, ils ne peuvent pas dire autre chose qui peut contredire Kagame, sinon tu vas mourir. Alors, dans ce contexte-là, même s'ils pensent quelque chose, même si c'est quelque chose qui fait mal à l'économie du Rwanda et tout ça, ils vont tout simplement, ce sont des péréquins, ils répètent, c'est différent de la diplomatie du Congo. Il y a de la flexibilité dans cette diplomatie. Alors, entre-temps, les représentants de Rwanda aux Nations Unies ont démissionné. Des diplomates rwandais se sont réfugiés en Belgique. Les relations entre la Belgique et le Rwanda cassées. Alors, je ne sais pas comment on peut parler d'une diplomatie qui est en train de saucisson, je ne sais pas, de salami, je comprends l'expression, qui est en train de gagner, alors qu'il y a beaucoup plus de répercussions négatives au Rwanda qu'en République démocratique du Congo. C'est pourquoi je pense que même ces gens aussi, ils sont en train vraiment de raisonner par procuration. Attendez-moi, regardez ce qu'il y a. Au Rwanda, par exemple, il n'y a pas d'opposition comme à Kinshasa. La diplomatie du Rwanda n'est pas aussi opposée que celle de Kinshasa. Regarde les gens qui opposent la diplomatie de Kinshasa. Il y a la SENCO. La SENCO est en train d'opposer. Les opposants, M23, AFC, Katumbi, Kabila, SENCO, c'est une grande opposition à cette démocratie. Et malgré tout, cette démocratie est en train de marquer de points. Alors, on ne peut pas la comparer à une diplomatie complètement inaudible, qui répète toujours la même chose, alors que c'est avec des arguments complètement démodés et archaïques. Alors, c'est pour cette raison, je pense que vraiment cet article n'a pas même besoin d'un... Ok, je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui agissent ou qui réfléchissent par procuration. Alors, je vais seulement donner
avant de finir, donner vraiment à ces messieurs c'est quoi et pourquoi la diplomatie de Kinshasa est en train de gagner. Ça, c'est ma réflexion personnelle. D'abord, la diplomatie de valeur. Quand cette femme-là parle, elle parle de valeur. Et quand on parle de valeur, ça veut dire les valeurs de solidarité, les valeurs d'égalité, de valeurs de démocratie, de liberté, tout ça. Les Européens écoutent. Quand on parle de deux poids, deux mesures, on ne peut pas traiter les Congo comme ça et traiter l'Ukraine autrement. Quand on parle, par exemple, de la politique d'impunité, on ne peut pas toujours venir au pouvoir par les armes. Par exemple, quand on parle du respect des droits de l'homme, on parle des morts qui sont au Congo. Alors, tu vois, il y a comme une certaine liberté de pensée du côté du Congo, ce qu'il n'y a pas de l'autre côté du Rwanda. Au Rwanda, toutes les organisations, c'est une pensée unique. C'est la pensée unique. Alors, tu ne peux pas vraiment comparer une démocratie d'une pensée unique où les gens raisonnent par procuration avec une diplomatie où les gens sont en équipe et qui sont en train d'être vraiment de réfléchir par eux-mêmes. Monsieur Liwanga, Monsieur Monsieur Claude Roger Liwanga, prof. Alors, vous voyez, il n'y a pas d'opposition au Rwanda. Alors, il faut savoir, vous savez, la diplomatie du Congo contre le Rwanda, c'est comme jouer du foot sur un terrain miné, vous comprenez? Jouer du foot sur un terrain miné. Et c'est ce que Tshisekedi était en train de faire, il faut déminer là-bas, si tu fais pas attention, ton pied sera coupé. Et Dieu merci, on a beaucoup déminé, il y a encore de mines, mais on a beaucoup déminé, et c'est pourquoi on est en train de porter, ça porte de fruits. Croyez-moi, si l'armée était aussi efficace que la diplomatie de la République démocratique du Congo, cette guerre serait déjà depuis très longtemps finie. Alors, tu sais, le monsieur a encore dit que non, aller négocier à Doha, c'est vraiment aller négocier d'après les conditions de Kagame et en même temps dans un territoire qui lui est favorable. Je peux te le concéder. Seulement, il faut savoir qu'à Doha, il y avait des négociations entre les talibans et les USA. À Doha, il y avait ce qu'on appelle Abraham Accord. C'est Israël qui a négocié avec les pays arabes, Arabie Saoudite, je pense même l'Égypte, je pense beaucoup de pays arabes, c'est qu'on appelle... Mais dernièrement, il y avait aussi des négociations, je pense, à Riyad, ou entre la Russie et l'Ukraine. Ça ne signifie rien. Ce n'est pas parce que les gens négocient à Doha que tu vas tous hypothéquer toutes tes positions. Non, c'est ça la liberté de penser. C'est ça la liberté de penser. D'ailleurs, c'est comme j'ai dit, c'est Kagame qui a demandé que ça se passe à Doha. C'est Kagame qui a demandé qu'il y ait des négociations à Turquie. Alors, s'il était en position de force, lui ne serait pas assez en train de chercher une solution pour ce problème-là. C'est parce que lui, il est enculé qu'il est en train de chercher des solutions à ce problème. Okay. Maintenant, je pense même qu'à cause du fait que les négociations entre la Russie et l'Ukraine sont lises, ça profite à la République démocratique du Congo, à cause de ce deal dont nous sommes en train de parler. Ça profite à la République démocratique du Congo. Alors, là où je vais peut-être finir, c'est quelque chose de très indécent que j'ai vu entre la SANDF, le South African National Defense Force, M23, Willy Ngoma, des réjouissances, des selfies. Vraiment, c'était très indécent et je sens que c'est une trahison. Alors pour moi, les EAC, Sami RDC, c'est la même chose comme les armées de la EAC. Ils nous ont trahis. Ils nous ont trahis. C'est pourquoi, tant que notre armée n'est pas forte, vraiment,
Nous ne devons pas compter sur l'Afrique du Sud, compter sur une autre puissance. Nous devons nous prendre nous-mêmes en charge parce que, comme on dit, liboke ya moninga basombe la kango kwangate. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je pense que le gouvernement doit peut-être interpeller les ambassades pour dire ça. Ce qui s'est passé là-bas, c'était pas normal. En tout cas, très chers frères et sœurs, c'est ce que je voulais dire sur cette situation. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse.